Le Nigeria se revendique être la solution adéquate pour faire face aux problèmes énergétiques en Afrique. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest dispose d'une économie à plusieurs atouts. La plus dominante est le gaz africain. C'est ce qu'a révélé le ministre des Hydrocarbures nigérian lors de la conférence internationale annuelle de l'Association nigérienne pour l'économie de l'énergie à Abuja. En effet, le géant d'Afrique possède des réserves de gaz naturel estimées à 36,97 milliards de barils de pétrole, soit 5 913 milliards de mètres cubes. Cela représente 33% des réserves totales de gaz de l'Afrique. Le gaz naturel extrait conjointement avec le pétrole, car les deux ressources sont souvent présentes dans les mêmes gisements. Ce haut fonctionnaire, chef de la Nigerian Upstream Petroleum Regulator Commission, a dit: le Nigeria a le potentiel d'assurer un approvisionnement soutenu en gaz naturel dans la région subsaharienne de l'Afrique, si le financement et les infrastructures nécessaires sont en place, a-t-il conclu. Le gaz naturel joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique du Nigeria et de l'Afrique dans son ensemble. Il est une source d'énergie propre et polyvalente, utilisée dans de nombreux secteurs tels que la production d'électricité, l'industrie, les transports et les usages domestiques. Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique. Déterminé plus que jamais à relever le système économique de son pays, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a entamé le mercredi 19 juillet 2023 une visite de travail qui s'étendra sur 3 jours dans la région de Tawa. Objectif: inaugurer les nouvelles infrastructures routières qui vont désormais contribuer au développement socio-économique du pays. Durant son séjour à Tawa, le chef de l'État va procéder à l'inauguration de la cimenterie de Badangitwiwi, qui sera l'une des plus grandes usines du territoire nigérian. Cette usine permettra de fournir le peuple nigérian en ciment, aussi de réduire les prix du produit sur le marché. Dans son planning, le chef de l'État présidera tout d'abord la cérémonie de réception du tronçon de Yaya Dangona. Le jour suivant, il poursuivra avec l'inauguration de la route de Tawa-Tabalak et clôturera sa visite le 21 juillet 2023 par un coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route de Abalak-Tamaya. Ces nouvelles voies permettront d'améliorer la circulation, de faciliter le transport des personnes et des biens, dans la mesure où ces routes réduiront plusieurs parcours. Un accueil de grand jour a été réservé au numéro 1 nigérian et sa suite à Tawa. Cette visite est la deuxième du genre exécutée par le président depuis le mois de janvier. C'est un geste qui démontre l'engouement du gouvernement nigérian à relever coûte que coûte l'économie du pays. C'est sous le thème de la rumba congolaise, en vol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité, que se célèbre la 11e édition de la FESPAM après 8 ans d'éclipse. Ce thème évocateur offre l'opportunité de revisiter l'histoire de la rumba congolaise depuis sa création jusqu'à sa consécration mondiale. Le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Paul Caster, a rappelé que la rumba congolaise est un facteur puissant de développement des industries culturelles et créatrices en République du Congo comme ailleurs sur le continent africain. Cette fête, que le Congo n'avait pas abritée depuis 2015 à cause de la crise économique et du coronavirus, a commencé hier au stade Alphonse Massamba. Débat que le plus grand podium a été installé pour abriter les spectacles, des symposiums et un marché de la musique africaine. Une chorégraphie écrite par un artiste brassavillois a donné le lancement de cette édition à laquelle 17 pays prennent part selon les organisateurs. Des ensembles traditionnels sont venus nombreux. C'est le cas de Bona Moé du district de Makotimpoko, situé à bordure du fleuve Congo et dirigé par Jules Tango. Les artistes talentueux tels que Feré Ngola de la République démocratique du Congo ou encore Roga Roga du Congo-Brazzaville, champions de la rumba, sont de la partie. À eux, il faut ajouter le Malien Sidiki Diabaté. Les amoureux de la musique
peuvent aussi apprécier les prestations des chorales qui chantent la musique gospel, qui sont aussi heureuses de retrouver le FacePam. Telle une cérémonie de dot, de grandes familles mondiales vont se retrouver pour le bonheur de leurs enfants. L'Afrique et la Russie affichent fière allure et surtout confiance. C'est sans doute la raison pour laquelle, à quelques jours du sommet Russie-Afrique, la quasi-totalité des pays africains a confirmé à Moscou leur présence. Les principaux thèmes qui seront abordés sont le nucléaire civil, les technologies spatiales, les nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire. Cette approche montre leur engagement ferme à développer des relations avec la Russie, malgré la pression sans précédent de l'Occident. Selon un diplomate russe, Alexandre Polyakov, adjoint du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères, 49 pays africains ont confirmé leur participation au sommet Russie-Afrique, programmé donc la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg. En d'autres termes, c'est la moitié des pays africains qui seront représentés au plus haut niveau par les chefs d'État et de gouvernement. Environ la moitié sera ainsi représentée donc. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet prochain à Saint-Pétersbourg, sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Tous les pays du continent africain y ont été invités, avait fait savoir la Russie. C'est donc indéniablement un sommet qui nourrit les fantasmes au moment où l'offensive russe en Afrique cristallise autant d'espoir que de crainte. Cyril Ramaphosa ne veut pas de guerre. Raison de ces alertes qu'il lance depuis quelque temps à la Cour pénale internationale et à ses compatriotes opposants de l'Alliance démocratique, une formation politique de l'opposition qui tente, par l'intermédiaire de la justice, de forcer le gouvernement à s'assurer que l'ours du Kremlin sera arrêté et livré à la CPI s'il met les pieds dans le pays. Dans une déclaration sous serment, M. Ramaphosa a donc qualifié la requête de la DE d'irresponsable, une situation à l'origine de la déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Arrêter Poutine en Afrique du Sud signifie déclarer la guerre à la Russie en Afrique du Sud, conformément au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Selon le numéro 1 sud-africain, il serait déraisonnable, anticonstitutionnel et illégitime pour le gouvernement d'utiliser ses pleins pouvoirs pour déclarer la guerre à la Russie en arrêtant le président Poutine. Dans des documents publiés mardi 18 juillet en plein débat national sur l'accueil du président russe pour le sommet des BRICS, il a mentionné que M. Poutine est donc invité au sommet prévu du 22 au 24 août à Johannesburg de ce groupe de 5 grandes puissances émergentes. La Russie a clairement affirmé que toute arrestation de son président en exercice équivaudrait ainsi à une déclaration de guerre. Cela ne serait donc pas cohérent avec la constitution du pays hôte des BRICS qui risque d'engager le pays dans une guerre avec la Russie, car cela contreviendrait du devoir de Ramaphosa de protéger le pays. L'Afrique du Sud cherche donc à obtenir une exemption des règles de la CPI au motif que l'arrestation de M. Poutine pourrait menacer la sécurité, la paix et surtout l'ordre de l'État sud-africain. Tout compte fait, Vladimir Poutine est attendu en Afrique du Sud en août pour le prochain sommet des BRICS. À tout seigneur, tout honneur. Nelson Mandela, figure emblématique de la paix sur la scène internationale, est hissé au rang des valeureux chevaliers panafricanistes. Le 18 juillet marque donc une journée de célébration pour ce grand homme d'État sur la scène mondiale. Impulsé par les Nations Unies en 2010, dans l'optique de mettre en avant chaque année l'esprit d'humanité en sensibilisant aux conditions de détention et en encourageant chaque personne
à donner du temps à autrui. C'est une façon de rendre un hommage particulier aux militants des droits de l'homme qui a lutté contre l'apartheid sud-africain, un régime de ségrégation raciale. Selon cette organisation internationale, l'idée de cet hommage est de reconnaître la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. Pour la célébration de la 11e édition de cette journée, qui représente également la date d'anniversaire du héros de la paix en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dévoilé à l'occasion une statue de Nelson Mandela au musée Nelson Mandela. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ainsi appelé tout le monde à célébrer Nelson Mandela, à se laisser guider par son esprit d'humanité, de dignité et de justice. Une course est d'ailleurs organisée chaque année à Johannesburg et passe par les 3 lieux liés à l'histoire de l'ancien président sud-africain. La Fondation Nelson Mandela, pour sa part, liste un ensemble d'idées pour inspirer le changement et inciter chacun à s'engager et donner un peu de son temps aux personnes vulnérables. Pour rappel, Nelson Mandela est le premier président sud-africain élu démocratiquement en 1994. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993 et s'est éteint le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Les relations entre la Syrie et la France sont en train de prendre une mauvaise tangente. À l'origine, ce que l'on pourrait considérer comme le machiavélisme français, l'ingérence. Sans être invitée au festin, elle parvient quand même à s'introduire, parfois de visu, le plus souvent en sous-marin. C'est donc en Syrie cette fois-ci qu'une délégation française s'est rendue de façon illégale dans le nord-est du pays pour y rencontrer les groupes séparatistes. C'est ce qu'indique le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué du jeudi 17 juillet. Selon le communiqué, toute rencontre de la délégation française avec les groupes séparatistes constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et montre encore une fois le rôle de destructeur et l'animosité de la France envers la Syrie, son implication totale dans les agressions contre la Syrie soutenant les groupes terroristes et des milices séparatistes. Fort de cette intrusion illégale aux objectifs certainement sadiques, la Syrie condamne fermement donc l'entrée sur son territoire d'une délégation française. Le texte ajoute que le gouvernement français devrait donc coopérer avec la Syrie dans la lutte contre le terrorisme au lieu de coopérer avec des groupes séparatistes. Surtout que les images de bombardements français du 12 juin 2021 qui a touché la ville d'Afrine et bien sûr le centre hospitalier d'Al-Shifra où encore de nombreux civils sont membres du personnel médical restent encore fraîches dans les mémoires des Syriens.